bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans des extraits d'un texte qui s'appelle Parashat Shemot. Alors, juste pour situer un peu, une paracha, c'est la section de la Torah qu'on lit chaque semaine, et Shemot, c'est tout simplement le nom hébreu du livre de l'Exode. Et à partir de ce document, on va explorer une idée assez vertigineuse. Et si le récit de la sortie d'Égypte n'était pas juste un événement historique, mais une sorte de schéma directeur, un rythme universel qui s'appliquerait à toute l'existence. Oui, c'est une idée qui est déroutante au premier abord, c'est vrai. On a l'habitude de voir les histoires comme ça, comme des récits uniques, bien circonscrits dans le temps. Mais là, le texte nous propose de voir celle-ci comme un fractal, c'est-à-dire une structure de base qui se répéterait à toutes les échelles, du destin d'un peuple à l'histoire du monde, et même, et c'est ça qui est fou, jusqu'au haut et au bas de nos propres vies. La question qu'on se pose tout de suite, c'est comment un récit aussi spécifique peut prétendre à une telle universalité. Ça paraît presque présomptueux. Complètement. Alors, pour commencer à démêler ça, le texte nous invite d'abord à remarquer un changement de ton assez spectaculaire entre deux livres de la Bible, la Genèse qui vient avant et l'Exode qui nous intéresse aujourd'hui. La Genèse, c'est un peu une saga familiale, quoi. On suit des individus, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ce sont des histoires de passion, de jalousie entre frères, de relations très complexes. C'est très intime. Oui, on est vraiment dans le drame humain à une échelle presque psychologique. Les décisions d'un seul individu ont des conséquences énormes sur sa famille, mais ça reste centré sur des destins personnels. On pourrait presque en faire une série télé moderne, vous savez, avec ses clans, ses trahisons. Change radicalement de focale. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Pour la toute première fois, le personnage principal, ce n'est plus un je ou un il, c'est un nous, un ils. On ne parle plus d'une famille, mais d'un peuple entier qui est asservi. Même Moïse, qui est une figure immense, n'est finalement qu'un instrument au service de ce grand récit collectif. Son histoire personnelle est presque secondaire. Et là, ce qu'il est fascinant, c'est de voir ce que ce changement d'échelle signifie vraiment. Ce n'est pas juste un détail technique, un choix de narration. En passant de l'individu au collectif, l'histoire change complètement de nature. Elle devient moins anecdotique, plus fondamentale. Le texte suggère que c'est précisément ce passage au collectif qui lui permet de devenir un archétype, un modèle. Elle cesse d'être l'aventure de quelques-uns pour devenir la matrice d'une expérience partagée. Et ce mot « matrice », je pense qu'il est la clé pour comprendre toute la suite. Matrice. J'aime beaucoup cette image, parce que ça nous amène vraiment au cœur de l'argument du texte. Ce récit de l'Exode, l'esclavage en Égypte, puis la libération, ce n'est pas juste un souvenir qu'on sort du placard une fois par an pour Pessah. Le texte souligne que la sortie d'Égypte, elle est mentionnée, mais tout le temps, Tout le temps. dans la tradition juive. Dans les prières du matin, du soir, le Shabbat, à chaque fête, c'est une obsession. Pourquoi Pourquoi une telle insistance? C'est la bonne question. Si ce n'était qu'un événement historique, aussi important soit-il, on le commémorerait de manière plus ponctuelle. L'omniprésence de cette référence, ça suggère autre chose. Et l'idée avancée par le texte, c'est que si on en parle constamment, ce n'est pas pour se souvenir de ce qui s'est passé, mais pour comprendre ce qui se passe. En permanence. Le cycle exil et rédemption, ce ne serait pas un fait historique, mais le rythme même de la réalité. Donc, si je comprends bien, ce ne serait pas un événement unique dans le temps, mais une structure fondamentale. Une sorte de pulsation de l'existence qui se répète sans cesse. C'est presque une loi de la physique spirituelle alors? C'est une façon audacieuse de le présenter, oui. Mais est-ce que ça ne rend pas l'existence un peu déterministe? C'est une question qu'on peut se poser. Si tout n'est qu'un cycle, où est la place de la surprise, du libre arbitre? Le texte aborde cette tension. Il ne dit pas que tout est écrit d'avance, mais que l'existence est bâtie sur des schémas récurrents. Et pour rendre l'idée plus digeste, il utilise une analogie. Ah oui, c'est là qu'intervient cette comparaison avec la science, que j'ai trouvée assez frappante. Le texte compare ce schéma aux structures moléculaires. On nous explique que des motifs très simples, composés de quelques atomes, se répètent pour créer des choses d'une complexité folle. La même structure de base peut se retrouver dans un grain de sel ou dans une hormone qui régule tout notre corps. C'est une analogie très parlante, en effet, parce qu'elle nous aide à penser ce lien entre le simple et le complexe. L'idée, c'est que l'histoire de l'Exode serait cette molécule de base de l'expérience humaine. Une structure très simple. Une situation de contrainte, de limitation, c'est l'exil en Égypte, et 2,
une rupture, une libération, la sortie. Une fois qu'on a identifié ce prototype, le texte nous dit qu'on peut commencer à le voir se rejouer absolument partout, à différentes échelles. Attendez, ça veut dire que les mêmes règles qui expliqueraient la chute de l'Empire romain pourraient, en théorie, m'aider à comprendre pourquoi on peut se sentir bloqué dans sa carrière. C'est une idée absolument vertigineuse. C'est exactement ça l'idée, aussi vertigineuse soit-elle. Le texte ne dit pas que c'est une formule magique, hein, c'est plutôt une grille de lecture. Et il la déploie sur plusieurs niveaux, un peu comme des poupées russes. Le premier niveau, le plus évident, c'est le niveau national, pour le peuple juif. L'histoire est lue comme une succession de cycles, exil en Égypte et rédemption, exil à Babylone et retour, exil après la destruction de Rome et renaissance. L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. D'accord, ça, pour l'histoire d'un peuple en particulier, je peux le concevoir. Mais le texte ne s'arrête pas là, Sichou. Il voit plus grand. Non, et c'est là que ça devient encore plus ambitieux. Le deuxième niveau est universel. Le document suggère que l'humanité entière avancerait selon ce même rythme. On pourrait voir par exemple les grandes périodes de l'histoire, comme le Moyen-Âge, comme une sorte d'exil intellectuel et social, une période de contraction, suivie par la rédemption de la Renaissance, qui est une explosion de créativité et de liberté. C'est intéressant, mais est-ce qu'on ne risque pas de surinterpréter un peu de plaquer un récit après coup sur des événements qui sont beaucoup plus complexes que ça? On peut toujours trouver des schémas si on les cherche, non? C'est une objection très juste. Le texte ne le présente pas comme une loi scientifique infaillible. C'est plutôt un modèle d'interprétation, une lentille à travers laquelle on peut regarder le monde. Prenons un exemple plus récent. On pourrait voir la pandémie de Covid comme une forme d'exil collectif mondial. Une période de confinement, de limitation de nos libertés les plus basiques, et la rédemption qui a suivi, ce n'était pas un simple retour à la normale, mais l'émergence de nouvelles façons de travailler, de communiquer, une prise de conscience. Le schéma n'est pas une prédiction, mais c'est une façon de donner du sens à la crise et à ce qui en émerge. Vu comme ça devient un outil pour penser le changement. Et le texte nous dit que cet outil s'applique aussi au niveau le plus intime, celui de l'individu. Et c'est peut-être là que ça devient le plus concret pour nous. Absolument. Le texte affirme que chacun d'entre nous, dans sa propre biographie, vit ce cycle en permanence. Et pour illustrer ça, il cite une phrase assez percutante du rabbin Steinsoltz. Il disait que certaines personnes passent 60 ans en Égypte et 10 ans dans le désert. C'est une image terrible. 60 ans en Égypte. Ça fait froid dans le dos. Ça donne l'impression d'une vie entière passée dans la contrainte, le sentiment d'être piégé, avec juste quelques brèves années de transition incertaine à la fin. Pour d'autres, le texte dit que la répartition est plus équilibrée, heureusement. Oui, mais peu importe la proportion, le modèle de base resterait le même pour tous. On traverse tous des phases d'exil. Ce sont nos Égyptes personnelles. Vous savez, ce job sans issue où chaque lundi matin est une punition. Cette relation qui nous tire vers le bas, cette mauvaise habitude dont on n'arrive pas à se défaire, ou même une période de doute existentiel profond. Le texte nous dit que ces phases de limitation, de problèmes, sont en fait le point de départ. Suivi, on l'espère, d'une percée. Un moment de libération. La décision de changer de travail. La fin d'une période difficile. Mais le texte insiste sur un point crucial. Le cycle recommence. Ce n'est pas « j'étais en difficulté et maintenant c'est réglé pour de bon ». C'est plus subtil que ça. Et c'est ça qui rend le modèle si réaliste. Ça permet de recadrer complètement notre perception des difficultés. Elles ne sont plus des échecs ou des anomalies dans un parcours qui devrait être linéaire, ascendant. Elles deviennent une partie intégrante, naturelle et même nécessaire du processus. Admettre qu'on est dans une phase d'exil, c'est difficile, mais si on l'intègre dans ce modèle, ça donne aussi l'espoir que, par définition, cette phase n'est pas une destination, c'est une étape. Et tout ça nous amène à une question fondamentale. Si ce cycle de lutte est la norme, vers quoi on tend ? On n'essaye pas de retrouver une sorte de paradis perdu ? Le texte conclut avec une distinction très forte entre ce modèle de l'Exode et un autre grand récit fondateur, celui du Jardin d'Éden. C'est le point d'orgue de la réflexion. L'Éden, c'est l'image de la perfection originelle. Un état d'harmonie totale, sans effort, sans conflit, sans manque. C'est un idéal magnifique, mais qui, comme le souligne le texte, ne correspond en rien à l'expérience humaine que nous connaissons. Personne ne vit en Éden. Oui, on a toute cette image de l'Éden en tête. Et c'est un peu déprimant de se dire que notre vrai modèle, celui qui décrit notre réalité, c'est la lutte permanente. Ça veut dire qu'on n'atteindra jamais la paix ? Le texte propose de voir les choses différemment. Ce n'est pas déprimant, c'est libérateur.
L'Éden représente un passé idéalisé ou un futur utopique. L'Exode, lui, décrit le monde dans lequel on vit maintenant, une réalité où rien n'est acquis, où la liberté est une conquête permanente. Si on se sent en difficulté, si on a l'impression de ramer, on n'est pas en train d'échouer à retrouver un paradis perdu. On est simplement en train de vivre la condition humaine telle que l'a décrit l'Exode. Donc, la lutte n'est plus un signe d'échec, mais un signe qu'on est vivante et engagée dans le processus. Exactement. C'est un modèle qui valide la difficulté. Il ne la nie pas, il la place au cœur du processus de croissance. La rédemption n'a de sens que parce qu'il y a eu un exil. La liberté n'est si précieuse que parce qu'on a connu la contrainte. La lumière n'est visible que sur un fond d'obscurité. C'est le cœur du message. Notre monde n'est pas celui de la perfection de l'Éden, mais celui de la transformation de l'Exode. En résumé, donc, si on devait distiller l'idée de ce texte en une phrase, ce serait que l'Exode n'est pas juste une histoire parmi d'autres, mais peut-être l'histoire. Un schéma directeur pour l'expérience nationale, universelle et surtout individuelle. Un modèle fondé sur ce cycle sans fin de contraintes et de libération. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait, une sorte d'exercice de pensée. Le texte ne nous demande pas seulement de comprendre ce concept intellectuellement, il nous invite à l'appliquer à nous-mêmes, comme un outil de diagnostic personnel. Il suggère de se poser la question honnêtement. Dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, quel est mon ratio personnel ? Le ratio entre le temps passé en Égypte, les moments de blocage, de limitation, de souffrance, et le temps de la rédemption, les moments de percée, de joie et de libération. C'est un exercice d'introspection assez puissant. Se demander si jusqu'ici, sa vie a été une longue traversée du désert avec quelques oasis ou une alternance plus équilibrée de saisons. C'est une façon assez radicale de relire sa propre histoire. Et au-delà de ce simple constat, il y a une dernière pensée. Une fois qu'on a fait ce bilan, que pourrait signifier le fait de reconnaître la phase dans laquelle on se trouve maintenant ? Qu'il s'agisse d'un moment difficile, un exil, ou d'une période de grâce, une rédemption. Que changerait le fait de ne plus voir cet état comme quelque chose de permanent, de définitif, mais simplement comme une étape dans un cycle qui, inévitablement, continuera de tourner ?